Est-ce que les plantes de votre aquarium poussent exactement comme vous en rêvez? Ou est-ce qu'elles sont vacillantes et vous vous dites que oui, cette variété de plantes ne veut pas vraiment et ne pousse pas si bien que ça? Qu'est-ce qui influence réellement la croissance des plantes? Réfléchissons dans l'ordre à la façon de prendre en main nos plantes dans l'aquarium. On a tout d'abord évidemment la lumière. Il y a de grandes différences en matière d'éclairage. On peut éclairer avec des LED ou avec des néons T5 et T8. Il y a beaucoup de possibilités différentes. La première chose qui frappe avec les tubes fluorescents, c'est justement qu'on peut acheter un néon en supermarché ou en magasin de bricolage pour 3 fois rien. Mais si on achète un tube spécial pour aquarium, ça coûte 5 ou 10 fois plus cher. La question c'est pourquoi? Cela vient simplement du fait que les néons que l'on peut trouver en supermarché ou en magasin de bricolage n'ont pas été conçus pour l'aquariophilie. Ils peuvent rendre une pièce lumineuse ou éclairer quoi que ce soit d'autre, une salle de bain, etc. Mais ils ne donnent pas une belle croissance des plantes. Au cours de l'évolution, les plantes se sont adaptées à la lumière du soleil. Un vrai tube pour aquarium produit une lumière similaire à celle du soleil, comme la série JBL Solar qui présente un spectre complet, comme la lumière du soleil, et pas seulement un spectre partiel qui permet seulement de rendre une pièce plus claire. Voilà d'où viennent ces différences. Pour les éclairages à LED, c'est la même chose. Avec ces éclairages, on peut régler la couleur de la lumière sur la lumière du jour. On peut avoir une lumière plus chaude ou une lumière plus froide. Et nous avons une puissance lumineuse très élevée. C'est le premier point, que les plantes reçoivent la bonne lumière. Le deuxième facteur qui explique peut-être que les plantes ne poussent pas dans votre aquarium, c'est l'engrais. Est-ce que vous donnez de l'engrais à vos plantes? Vous regardez probablement la notice, 5 ml dans 20 litres d'eau, ou autre chose. Il y a toujours une recommandation ou une autre pour le dosage sur chaque engrais. Mais comment est-ce qu'un fabricant, dans ce cas JBL, peut savoir la quantité exacte dont votre aquarium a besoin? Quel est le niveau de besoin de votre aquarium? Est-ce que vous avez un peu de plantes? Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce que vous avez des plantes à croissance rapide? Ou bien des plantes à croissance lente? Cela dépend de nombreux facteurs. La recommandation pour l'engrais qui est inscrite sur le flacon, ce n'est en fait qu'une pure hypothèse, une recommandation générale. Mais vous avez la possibilité de le vérifier. Si vous prenez par exemple un test sur la concentration en fer, vous pouvez contrôler l'un des nombreux minéraux qui s'y trouvent et vous pouvez voir quelle est la quantité présente. Est-ce qu'avec le dosage normal, je peux régler la teneur en fer sur la valeur qu'il me faut? Ou est-ce que je n'y arrive pas du tout avec ça et je dois peut-être doser plus lourdement? Un autre problème que l'on peut rencontrer, c'est que les conditionneurs d'eau retirent aussi de l'engrais de l'eau. Chez JBL, nous avons donc résolu ce problème en chélatant l'engrais, c'est-à-dire en le protégeant contre le conditionneur d'eau. Chez JBL, nous pouvons vraiment prendre un conditionneur d'eau et si on lui donne ensuite une heure de temps, on peut déjà utiliser de l'engrais à la fin de l'heure. Je voudrais vous montrer à quoi on peut facilement reconnaître qu'un engrais est chélaté, c'est-à-dire protégé contre le conditionneur d'eau et contre l'oxygène et d'autres éléments. Pour ça, j'ai pris ici de l'eau distillée. L'eau distillée ne contient évidemment pas de fer. En tout cas, elle ne devrait pas en contenir. Maintenant, nous versons dans cette eau distillée quelques gouttes du réactif pour tester la présence de fer. Le nombre de gouttes n'est pas vraiment déterminant parce que dès qu'il y a du fer, une couleur mauve apparaît. Je remue ça un petit peu et nous présentons ça devant un fond blanc. Nous voyons que rien n'a changé, et c'est exactement comme ça doit l'être. Pas de changement de couleur, cette eau distillée ne contient pas de fer. Maintenant, je prends notre engrais, le Ferropol. J'aspire ça dans la seringue. Un petit peu plus, pour que l'on voit bien. Et maintenant, je verse une goutte dans le petit verre. Et on peut immédiatement observer ce qui se passe. Si la couleur passait d'un seul coup au mauve, c'est que le fer contenu dans l'engrais ne serait pas protégé. Le test réagirait tout de suite et il formerait un complexe de couleur mauve. Mais ça n'arrive pas. Voilà ce qui va se passer.
J'ajoute une goutte et on voit que rien ne se passe. Seulement maintenant, très lentement, apparaît ici une couleur mauve qui devient de plus en plus sombre. On assiste maintenant au processus où le réactif au fer casse petit à petit le chélateur, les enveloppes protectrices du fer, et libère la couleur. Au moment même où l'ion fer, la molécule chargée en fer, est libérée, elle réagit avec le test au fer et on obtient cette couleur mauve qui devient de plus en plus sombre. Le test au fer libère de plus en plus d'ions fer et il réagit avec eux pour produire ce complexe coloré. On voit ça très bien ici. Ce qui veut dire que, chez vous, lorsque vous versez une goutte de votre engrais dans un réactif au fer dilué dans de l'eau distillée, pas avec une autre eau s'il vous plaît, alors vous pouvez voir ça très bien. Si ça ne vire pas du tout, c'est que vous n'avez pas de fer dans votre engrais. C'est très rare, mais ça arrive. Ou alors, si ça vire tout de suite, vous voyez que cet engrais n'est pas protégé. Le fer et les autres minéraux ne sont pas chélatés, pas protégés, et il réagit immédiatement pour former un complexe coloré. Si ça vire lentement comme ici, on le voit très bien là, c'est que le réactif au fer casse les chélateurs, les enveloppes protectrices de l'engrais, et libère lentement les ions. Comment est-ce que vous fertilisez vos plantes? Est-ce que vous ne prenez que de l'engrais liquide ou aussi de l'engrais pour les racines? Les plantes aquatiques sont faites très différemment. Nous avons des plantes qui développent un système racinaire très important. On peut facilement s'imaginer que ces racines ne sont pas formées pour rien. D'une part, la plante se fixe solidement avec les racines. Et d'autre part, elles lui permettent d'absorber des nutriments. Donc cela vaut la peine, chez les plantes qui ont des puissantes racines dans le sol, de mettre aussi du ferropol root, un engrais pour les racines, directement sur le réseau de racines. Les plantes qui ne font pas de racines dans le sol, comme par exemple les plantes épiphytes, qui poussent sur le bois ou les pierres, prélèvent leurs nutriments et les minéraux dans l'eau. Ce qui veut dire que là, nous avons besoin de plus d'engrais liquides et pas d'engrais pour racines. Là aussi, on peut faire la distinction. Est-ce qu'on a besoin d'engrais pour racines ou d'engrais liquides? En temps normal, nous avons besoin des deux dans un aquarium. Ça dépend de la façon dont vous disposez vos plantes. Beaucoup de gens font l'erreur de sortir la plante de son pot et de ne pas décrocher la laine de roche qui est encore collée dessus. Cette laine de verre doit vraiment être retirée avec une pince à épiler ou avec les doigts et jetée, parce qu'elle est fortement imbibée d'engrais et on ne veut pas la voir dans l'aquarium. Elle sature l'aquarium en engrais, et ça, nous voulons absolument l'éviter. Une fois que l'on l'a retirée, on enfonce souvent la plante dans le sol, telle qu'elle est. Ça non plus, c'est pas terrible. Il faut légèrement raccourcir les racines avec des ciseaux. Celle-ci, c'est une plante en bouquet. Elle est constituée de plusieurs petites plantes séparées. Il faudrait aussi les prendre individuellement et les enfoncer chacune dans le sol, s'il vous plaît. Ne pas toutes les tourner ensemble et hop dans le sol. Sinon, les plantes se gênent mutuellement pendant leur croissance. Les feuilles du bas privent de lumière et de nutriments les feuilles et les tiges voisines. C'est pour ça que je vous demande de toujours veiller à enfoncer les plantes une par une dans le sol, en les écartant légèrement les unes des autres. C'est un point très important. Si vous possédez un aquarium avec seulement quelques poissons, peut-être avec seulement quelques crevettes, alors vous faites probablement partie des aquascapers, c'est-à-dire des aquariophiles qui construisent dans leur aquarium un paysage qui correspond au paysage et au biotype de surface. Mais peu de poissons, ça veut dire aussi qu'on nourrit moins. Ce qui veut dire que certaines substances, telles que les phosphates et les nitrates, qui proviennent de la dégradation des déjections des poissons, ne sont pas disponibles en grande quantité pour les plantes. Certes, ce ne sont pas des substances nobles parce qu'elles entraînent des problèmes d'algues dans l'aquarium. Mais dans le même temps, elles sont aussi une composante de l'alimentation des plantes. Donc, si on a un aquarium avec beaucoup de plantes et peu de poissons, il faut changer de fertilisation. On est alors dans le domaine de l'aquascaping. L'engrais normal pour les aquariums accueillant plusieurs espèces ne contient pas de phosphate, ni de nitrate, car ils sont déjà présents en grande quantité dans l'aquarium à travers les poissons, à travers l'alimentation. Imaginez maintenant cet aquarium sans les poissons.
Nous devons alors ajouter du phosphore, phosphate et de l'azote, du nitrate. C'est pour ça qu'il existe pour de tels aquariums un engrais appelé NPK pour azote, phosphore, potassium. On peut aussi ajouter ces substances séparément, seulement de l'azote, seulement du phosphore ou seulement du potassium, en fonction des besoins de l'aquarium. On peut parfaitement entretenir un aquarium accueillant plusieurs espèces avec un engrais standard. S'il ne contient que peu de poissons ou de petits poissons et seulement quelques crevettes, alors il faut passer à l'engrais NPK qui apporte nitrate, phosphate et potassium. Est-ce que l'eau chez vous est dure ou douce? Vous pouvez le mesurer à l'aide d'un test de dureté totale. Ou alors vous le savez déjà parce que vous avez souvent des taches de tartre quand vous faites le ménage. Dès que vous avez des taches de calcaire autour de votre robinet, dans le lavabo, dans la cuisine ou dans la baignoire, c'est que vous avez vraisemblablement une eau très dure. Sobald Sie Kalkflecken Ihren Wasserhahn herum haben, im Waschbecken, in der Küche, wo auch immer, in der Badewanne, dann haben Sie vermutlich sehr hartes Wasser. Les plantes aquatiques proviennent en général de régions où l'eau est douce, ce qui veut dire qu'une dureté de l'eau légèrement supérieure peut avoir un impact sur la croissance de vos plantes aquatiques. Vous faites tout bien comme il faut. Vous avez du CO2, vous avez un bel éclairage LED à spectre total, vous ajoutez de l'engrais, vous faites tout. Malgré ça, vos plantes stagnent. Alors, allez voir dans la littérature si les plantes aquatiques que vous avez choisies supportent l'eau dure et mesurez la dureté de votre eau. Cela peut être un facteur absolument décisif. Je vais maintenant vous faire une promesse. Si vous prenez en compte les facteurs suivants, je peux vous garantir que vos plantes aquatiques vont vraiment pousser de façon magnifique. Premièrement, la lumière. On commence simplement de haut en bas, donc avec la lumière. Prenez un éclairage à LED à spectre total et une valeur RPA élevée, c'est-à-dire avec un rayonnement actif pour la photosynthèse. Pas n'importe quel éclairage, mais un éclairage qui favorise réellement la photosynthèse. Chez JBL, la série JBL LED Solar. Tous les tubes fluorescents ne sont pas forcément mauvais. Ils peuvent aussi produire le spectre complet. Mais ils ont un rendement lumineux plus faible. Une LED est plus claire. Mais la qualité lumineuse d'un bon tube fluorescent à spectre complet n'est pas plus mauvaise que celle d'une LED. Deuxièmement, on en vient à l'eau. Si vous avez un appareil à CO2 dans l'eau et qu'il convient à vos plantes, c'est-à-dire entre 20 et 30 mg par litre, alors vos plantes reçoivent déjà suffisamment de leur nourriture principale, le CO2. Sans diffuseur de CO2, ce n'est pas le cas. La teneur normale de l'eau en CO2 est toujours trop faible. À l'aide d'un diffuseur de CO2, vous pouvez relever le taux de CO2 dans l'eau et les plantes ont alors vraiment de quoi se nourrir. Troisièmement, les minéraux et les oligo-éléments. Le CO2 est la nourriture principale des plantes. Comme nous, les hommes, nous avons besoin de vitamines et de minéraux. Les plantes, elles aussi, ont besoin de minéraux et d'oligo-éléments. Si vous leur fournissez par l'intermédiaire d'un engrais comme le JBL Ferropol, alors les plantes ont tout ce qu'il leur faut. Quatrièmement, on descend encore d'un étage, jusqu'aux racines. Si vous avez des plantes aquatiques qui forment des racines, elles absorberont beaucoup de nutriments à travers leurs racines. C'est pour ça qu'il est judicieux d'utiliser de l'engrais pour racines. JBL Ferropol Root serait une pastille qui contient de très nombreux nutriments. Il existe aussi des boulettes d'engrais, les 7 boulettes. Prenez quelque chose que l'on enfonce directement dans la zone des racines afin d'apporter aux racines les nutriments nécessaires. Le cinquième et dernier facteur, on l'oublie souvent. Veillez à ne pas avoir de poissons herbivores dans votre aquarium. Ça paraît évident, mais il y a un nombre incroyable d'aquariophiles, je ne sais pas quel pourcentage ça représente, qui possèdent des poissons-chats à longue moustache. Les poissons-chats à longue moustache sont faciles à entretenir et très mignons. Ils se reproduisent assez facilement. Des poissons super, mais ils transforment rapidement une belle Echinodorus d'Amazonie en Aponogeton madagascariensis pleine de trous. Ils mangent les plantes. On ne veut pas l'entendre, mais c'est comme ça. Pour cette raison, faites attention. Vérifiez à nouveau votre population de poissons. Si vos plantes commencent à avoir des trous, ça peut être aussi des cobitoidea. Si les plantes ont vraiment des traces de morsures, c'est qu'il y a très probablement un poisson là-dedans qui mange les plantes aquatiques. Il peut aussi éventuellement y en avoir plusieurs. Si vous faites attention à tout ça, vos plantes pousseront. Garantie. Je vous le promets.